Bien, mais bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers amis, chères amies. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bertrand Badi. Bertrand Badi, on ne va pas le présenter longuement ici, professeur émérite de relations internationales à l'IEP de Paris, auteur de très nombreux ouvrages sur le sujet. Il sillonne inlassablement les routes de France et d'ailleurs pour nous instruire et nous faire réfléchir. C'est d'ailleurs pas la première fois que nous le recevons, il nous avait fait le plaisir d'ouvrir, puisque c'était la séance inaugurale, voici juste un an, 12 heures pour comprendre le monde, une journée très dense que nous avions organisée avec nos amis de Nos Révolutions, l'Association des communistes unitaires et Urgence de communisme. Alors, Bertrand Badi venait alors de sortir un livre, L'art de la paix, qui fut effectivement au cœur de son intervention. Je vous recommande vivement la lecture. Aujourd'hui, on ne peut pas être plus actuel. Trump a dîné hier sous les ors de Versailles, le G7 bat son plein et on nous a annoncé la signature d'un accord, un début d'accord sur l'Iran et le détroit d'Ormuz. Nous sommes au cœur de l'actualité. Alors, notre rencontre vient d'un constat depuis quelques années, on va dire grosso modo depuis le premier mandat de Trump, et sans doute avant, on assiste à une résurgence de la violence dans les relations internationales. La fin de la guerre du Vietnam, l'effondrement de l'Union soviétique, notamment sur fond d'Afghanistan, le 11 septembre, la guerre d'Irak, la re-guerre d'Afghanistan, la Syrie, plus près de nous l'Ukraine, Gaza et la Palestine, ainsi que le Soudan, le Congo et la région des Grands Lacs qu'on a souvent tendance à oublier, on assiste aujourd'hui à un regain de tension dans les relations entre les grandes puissances, entre guillemets, le plus souvent par petites puissances, toujours entre guillemets, interposées. Il faudrait évidemment ajouter le poids croissant de la Chine en passe de devenir la première puissance économique du monde et à ce titre, cible privilégiée de l'Empire américain. Alors, par ailleurs, et c'est un peu pour ça que nous sommes là, la gauche française est désunie et surtout désarmée. La gauche dite radicale en est restée pour l'essentiel à l'époque précédente, dans une logique de guerre froide et de bipolarisation. Pour le dire sous forme de boutade, elle n'a pas senti la terre tourner sous ses pieds. Et comme le dit la 4 de couverture du livre de Bertrand Badi, Par-delà la puissance et la guerre, son dernier livre, qui a presque donné son titre à cet entretien, Trump face à Poutine, est-ce que c'est Charles Quint négociant avec François Ier? euh, La réponse est dans la question. Il est clair qu'on a assisté depuis ces 30 dernières années à un bouleversement des relations internationales. La communauté internationale, comme on dit, incarnée par le système des Nations Unies, hérité de la Seconde Guerre mondiale, s'est effondrée sous les coups d'un hypercapitalisme incarné par les firmes, les méga-firmes de type GAFAM, plus puissants que bien des États, instrumentalisant ces derniers à leur propre usage, ce que vous appelez dans votre livre l'étrange affinité entre la puissance et l'ultralibéralisme. L'arrivée de Trump illustre très bien cette mutation. Les USA partagent le monde entre clients, fournisseurs et ennemis. Il n'est plus question d'amis, ni même d'alliés. Je vais faire court, je vous avais promis de faire court. Comme vous le disiez vous-même lors de votre intervention de l'année dernière, les repères d'aujourd'hui ne suffisent plus à comprendre les bouleversements d'aujourd'hui. Les repères d'hier, bien entendu. En face de cette puissance qui prétend se réinventer, en habit neuf ou rapiécé, comme vous dites, vous invoquez la mystérieuse énergie sociale. C'est un exercice de compréhension que vous nous invitez, à charge pour nous de transformer cette connaissance en action. Merci de nous y aider. Et c'est donc à vous, cher Bertrand Badi, pour une quarantaine de minutes. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, de m'avoir accordé cette confiance pour ouvrir un débat sur l'international. Et je pense que ce débat est absolument nécessaire. Et je suis inquiet de le voir se, se défiler à mesure qu'on est confronté aux réalités du monde nouveau tel qu'il est.
Moi, ce qui me frappe, c'est que le monde est en train de mourir sous les coups du conservatisme, et notamment d'un conservatisme idéologique qui m'effraie. Si vous écoutez la radio, la télévision, lisez les journaux, prêtez une oreille aux propos des politiques, on ne cesse d'employer le terme de retour. Retour de la guerre, retour de la puissance, retour du rapport de force, retour de la force, retour. Euh, c'est quand même assez curieux de confondre ainsi l'histoire et la SNCF. C'est-à-dire que l'histoire, contrairement à la SNCF, n'offre pas d'aller-retour. Il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de retour possible parce que le contexte ne cesse de changer et que ce changement du contexte rend les thérapeutiques d'hier totalement inefficaces, mais non seulement inefficaces, mais contre-productives. C'est quand même assez extraordinaire de continuer à faire confiance à la force alors que depuis 80 ans, la force a échoué partout. Euh, Elle a commencé par échouer avec les guerres de décolonisation, j'y reviendrai. Elle a échoué avec les guerres d'intervention, Vietnam, Afghanistan, Irak, Libye. On pourra ajouter côté français Sahel et côté russe Ukraine. Et finalement, en 1945, alors qu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale, on a enterré sans s'en apercevoir Clausewitz et sa stratégie de la guerre. Donc il faut savoir passer à autre chose. Mais passer à autre chose, moi je pense, je suis convaincu, pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons empiriques, que passer à autre chose, c'est humaniser les relations internationales. C'est-à-dire sortir de ce que nous expliquait brillamment Raymond Aron en son temps, c'est-à-dire de considérer que les relations internationales, c'est le domaine du diplomate et du soldat. Non, j'y reviendrai plus en détail dans un instant. Les relations internationales sont plus que jamais le domaine de l'humain et le domaine du social. Mais ça, c'est totalement désespérant lorsqu'on essaye de l'expliquer aux princes, aux dirigeants. Pourquoi? Parce que les princes ont besoin des vieux schémas pour persister dans l'être. Et ce qui me frappe, c'est que, à défaut de pouvoir changer le monde, nos princes sont en train de privatiser les relations internationales et les mettre de plus en plus à leur service personnel, écartant d'autant la prise en compte des réalités nouvelles et aussi et surtout, dans mon esprit, la prise en compte des réalités humaines des relations internationales. Alors, il y a une porte grande ouverte pour la gauche. Mais la gauche a du mal à s'exprimer. J'ose pas dire qu'elle a du mal à penser. Mais encore hier, j'ai eu un débat qui était passionnant par ailleurs avec la Fédération métallurgique de la CGT. Il y a 3 semaines, j'étais allé au congrès de Tours de la CGT également. Tout ça a été très sympathique. J'ai senti beaucoup justement d'empathie pour les causes internationales. Mais revenaient toujours les mêmes propos. Je vais vous choquer probablement, mais ayons le courage de nous choquer. On ne peut plus expliquer les guerres par l'effet du capitalisme. C'est ce que j'ai entendu pourtant. On ne peut plus expliquer les guerres comme étant la simple projection de l'impérialisme. Euh, c'est en réalité devenu beaucoup plus compliqué. Et nous, la gauche, nous pouvons reprendre en main la question internationale, non pas en sortant les vieilles lunes du capitalisme, mais en tentant justement de produire un discours humaniste que de toute façon la droite ne pourra pas produire. Euh, Bien sûr, je ne nie absolument pas qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, que les opérateurs économiques sont trop contents de se précipiter sur les guerres pour en tirer des avantages. Je dirais c'est dans leur ADN, dès que se présente une aubaine, que de l'exploiter. Et que bien sûr, euh, tant
dans le travail de l'industrie d'armement que dans celui de la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre. Les opérateurs économiques sont là, comme ils sont là pour assurer toutes les prédations possibles et imaginables dans les territoires blessés par la guerre. Seulement, ce que vraiment, je pense, indispensable, c'est qu'au-delà de ça, il faut chercher les vraies racines des formes nouvelles de guerre. Et il faut de ce fait sortir en même temps de ce discours absurde euh, issu du conservatisme de droite qui reparle de sécurité, défense, rapport de force, soyons forts pour être craints et soyons craints pour être libres. Dans mon établissement Sciences Po, qui est ma seconde maison, j'y suis depuis 60 ans, on est en train de casser les relations internationales parce que la direction est entre les mains d'un pouvoir extrêmement autoritaire, extrêmement droitier, pour remplacer tous les cours de relations internationales par des cours sur la sécurité et la défense. Et on a invité les dirigeants de Thales et de Safran au conseil scientifique destiné à définir les nouvelles pédagogies en matière de relations internationales. Voilà où on en est. Donc, il faut avoir le courage de reconstruire. Alors, c'est quoi reconstruire? Reconstruire, c'est, dans mon esprit, et c'est de cela que je voudrais vous entretenir, c'est prendre en compte ce qui a vraiment changé. Un focus sur les grandes ruptures que nous connaissons. C'est ensuite examiner la réincarnation de la puissance à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Parce que la puissance, vous avez eu raison de le dire en introduction, elle s'affirme, mais on n'est pas assez attentif aux modalités à travers lesquelles elle s'affirme. Et elle ne ressemble plus du tout à la puissance d'hier. Et pour que nous n'allions pas ce soir au lit avec un tube de Lexomil, je terminerai je consacrerai ma dernière partie à la question de la paix. Et là, une bonne nouvelle, j'y crois vraiment. Jamais l'ambition de paix n'a été aussi réaliste aujourd'hui. Ça peut paraître tout à fait contradictoire, voire utopiste, mais je vous montrerai que c'est bien le contraire. Alors, commençons par ce qui a changé. Et remarquablement, ce qui a changé n'est plus jamais discuté ni dans les enceintes universitaires ni dans les enceintes politiques. Et ça, c'est quand même un paradoxe sur lequel il faut s'interroger. Je dirais même plus, certains des aspects les plus déterminants des ruptures font l'objet d'interdits dès qu'on en parle. Les trois ruptures, c'est la décolonisation, c'est la dépolarisation, c'est la mondialisation. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que décolonisation est devenu un gros mot. Ça fait partie, nous dit-on, du vocabulaire wokiste. Et pourtant, avec la décolonisation, il s'est passé cinq, cinq nouveautés qui viennent complètement changer le profil des relations internationales. Cinq innovations liées à la décolonisation. Il y a d'abord, et c'est ce qui retient le plus mon attention, le fait que la décolonisation a marqué pour la première fois dans l'histoire la victoire du faible contre le fort. Et ça, c'est une histoire qui depuis ne s'est jamais interrompue. Que les partisans algériens, Viet Minh, Camerounais, Malgaches, Angolais, Mozambicains aient pu systématiquement, sans aucune exception, vaincre le plus fort, montre que justement, à partir de ce jour, la puissance a été frappée d'une maladie grave qui fait qu'on ne peut plus la considérer comme on l'a considérée hier. Et la faute majeure des dirigeants, je pense évidemment au président des États-Unis, mais j'y associerai volontiers le président français, c'est de ne pas être attentif à ce mystère qui fait que dans les guerres maintenant, c'est toujours le petit qui gagne,
ou plus exactement, ce n'est jamais le grand et le fort qui l'emportent. La deuxième nouveauté, c'est que avec la décolonisation, et pour la première fois aussi dans l'histoire de l'humanité, on est entré dans un monde plural. Alors vous allez me dire, avant la décolonisation, il y avait déjà des pays, des sociétés, des États qui avaient leur histoire propre, distincte de l'histoire euro-américaine. On pense à la Chine, on pense au Japon. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à la décolonisation, tous ces États, y compris la Chine et le Japon, n'existaient que dans l'imitation du modèle occidental. Et là, la décolonisation, qui précisément s'est déroulée parallèlement à la révolution de 1949 en Chine, a marqué une volonté nouvelle, j'emprunte la formule au grand sociologue indien Chakrabarty, euh, la volonté de provincialiser l'Europe. L'Europe était le centre du monde, maintenant elle devient une province dans l'esprit de ce Sud global qui, par parenthèse, est nié dans son existence même par les pays du Nord, par les pays de la vieille histoire. La troisième implication de la décolonisation, c'est qu'elle a érigé l'idée de reconnaissance en principe majeur des relations internationales. Dans les vieilles relations internationales, il n'y avait pas de problème. Tout le monde se reconnaissait, puisque par définition on était égal et on était issus finalement des mêmes ancêtres, partageant la même religion, partageant la même histoire. Euh, Charles Quint et François Ier, auxquels il était fait référence tout à l'heure, ils avaient entre eux des liens familiaux, des liens de culture. C'était le même monde. Depuis 1945, il faut apprendre la pluralité à travers l'idée de reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître que l'autre est différent, qu'il a droit d'être différent, et que c'est même en maintenant sa différence qu'il va enrichir la mondialité. Et ça, c'est une formule que l'on doit au grand écrivain anti, Édouard Glissant. Euh, Quatrième élément lié à la décolonisation, et ça c'est extrêmement important, c'est qu'à partir du moment où la décolonisation s'est faite, les pays qui ont été décolonisés ont été à la quête d'un statut. Et cette quête de statut s'est peu à peu transformée en revendication de ces régions en puissance régionale. On ne peut pas comprendre les relations internationales autrement qu'à travers cette seconde étape de la décolonisation. Oui, vous m'avez donné l'indépendance, ou vous m'avez libéré de la tutelle, si j'étais pas à proprement parler une colonie, mais maintenant je veux être reconnu comme puissance dans mon espace régional. Et les guerres d'aujourd'hui, c'est ça. Vous ne pouvez pas comprendre le Moyen-Orient sans comprendre qu'il y a une rivalité entre au moins trois États pour être la puissance prédominante au Moyen-Orient. En laissant de côté le cas particulier d'Israël, je désigne deux États non arabes, la Turquie et l'Iran, et un État arabe, l'Arabie saoudite. Et donc, c'est cette lutte perpétuelle entre candidats à exercer la fonction de puissance régionale qui fait peur aux vieilles puissances, puisque du temps de leur apothéose, la notion de puissance régionale n'avait pas de sens, et qui devient l'un des grands enjeux des rivalités internationales. Et enfin, dernier élément qui est essentiel aussi pour comprendre notre monde, dès lors que nous sommes dans un monde plural, s'amorce une bataille des normes. C'est-à-dire, vous, Européens, vous avez fabriqué le droit international, vous avez fabriqué la diplomatie, vous avez fabriqué les institutions internationales, vous avez à peu près tout fabriqué, vous avez fabriqué les règles du commerce, les règles de l'économie mondiale. Eh bien, nous avons le droit et même le devoir de participer à la réécriture des normes. Et donc, ce qui est devant nous et qui a déjà un peu commencé, c'est ce combat pour contrôler, fabriquer et contrôler les nouvelles normes. Et ça, on ne comprend pas à travers notamment la résistance du vieux monde qui ne veut pas être dessaisi du monopole de la définition des normes, et les autres qui, au contraire, revendiquent leur part, on ne comprend pas à quel point cela bouleverse les relations internationales et met à mal le multilatéralisme, parce que le multilatéralisme, il a été fabriqué par les vieilles puissances pour elles, c'est-à-dire
comme concert de puissance. Dans la tête de Wilson, l'invention de la Société des Nations, ce n'était rien d'autre que rétablir le concert de puissance qui a été issu du Congrès de Vienne. Face à cela, vous avez une deuxième rupture sur laquelle je serai plus rapide, qui est la dépolarisation. La dépolarisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'histoire des relations internationales multiséculaires, le monde n'a été polarisé que pendant 42 ans, de 1947 à 1989. Et pourtant, dans notre esprit, dans notre mentalité, dans notre cerveau, nous faisons comme si la polarisation était éternelle. Et nous sommes passés très brutalement d'un système polarisé à ce que j'appellerais un polyamour diplomatique. Autrefois, les relations internationales, autrefois, c'est-à-dire quand on était jeune, du temps de la guerre froide, étaient régies par le principe de fidélité. Et on a découvert aux États-Unis, on a découvert dans le Sud global que, en réalité, la fidélité était plus coûteuse que rémunératrice. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement inversé l'histoire. Et on a vite compris que l'effet d'aubaine était plus important que l'effet d'allégeance. Euh, les premiers à le comprendre, c'est les États-Unis et bien avant Trump. C'était déjà la politique d'Obama, en disant, bon, pendant la guerre froide, ça nous était utile de vous protéger et d'entretenir un système d'alliance. Maintenant, ça nous coûte beaucoup et ça ne nous rapporte rien. Et ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont et la Russie et le Sud global se sont engouffrés dans cette vision à travers la fameuse formule du ministre indien des Affaires étrangères Subramanian Jaishankar qui parle de multi-alignement. On est entré dans un système où on ne se considère plus aligné sur un nombre d'États déterminé. Selon l'enjeu, on sera d'un côté et d'un l'autre. Et sur le même enjeu, on sera quelquefois même des deux côtés. La diplomatie indienne, de ce point de vue-là, est extrêmement intéressante à suivre. Mais regardez la diplomatie saoudienne, regardez comment Mohammed Ben Salman passe autant de pactes avec Poutine qu'avec Biden, Trump, Khamenei. Regardez le jeu actuel des pétromonarchies qui se caractérise par une extraordinaire fluidité. Et ça, nous, Européens, nous ne savons pas le gérer parce que nous restons des obsédés du campisme. Parce que nous supplions les États-Unis de ne pas partir. Regardez la pantalonnade de Macron hier à Versailles, où il s'agissait d'abord et avant tout d'obtenir de maître Trump la bénédiction pontificale, l'onction pontificale. Euh, et pour une raison très simple, pourquoi les Européens continuent à appeler M. Trump Daddy, comme le fait le secrétaire général de l'OTAN, M. Rutte? Pour une raison très simple, c'est qu'ils ont peur d'être seuls, parce qu'ils sont divisés. Et comme ils sont divisés, ils ont besoin de papa pour les faire tenir ensemble. Donc tout ce jeu assez incroyable, n'est-ce pas, d'autonomisation de toutes les politiques étrangères, sauf de la politique européenne, et ce besoin incroyable des dirigeants européens de maintenir et pérenniser leur soumission à des États-Unis qui ne veulent plus entendre parler des contraintes liées à leur alliance. Et on voit M. Macron, hier, on l'a vu se mettre à genoux. C'est assez incroyable. Cet homme qui dit « Oh, j'ai une confiance absolue dans le président des États-Unis parce qu'il a toujours tenu sa parole. » Mais comment quelqu'un qui change de parole tous les jours peut être réputé tenir sa parole? On est au comble de l'absurde. Mais M. Merz n'a pas fait mieux que de se précipiter avec un maillot marqué 47, qui est le numéro du président des États-Unis, et l'offrir en s'agenouillant devant le président des États-Unis. Tout ceci est extrêmement grave parce que ça nous empêche de trouver notre voie. Euh, je passe très rapidement. Il y a un autre aspect dont on parle peu de la dépolarisation, c'est qu'elle a provoqué l'invention d'un nouveau capitalisme. Alors que l'opposition Est-Ouest disparaissait, le, les formes anciennes bipolaires, héritées de la guerre froide de l'économie, ont fusionné dans ce que j'appellerais
je suis pas le seul à le faire. L'économiste Pierre-Yves Hénin et puis l'économiste turc Ahmet İnsel le font également. Le capitalisme national autoritaire, c'est-à-dire un capitalisme qui se reconstitue en s'appuyant sur l'autoritarisme, sur une autocratie personnalisée, que ce soit celle de Poutine, de Trump ou de Xi Jinping, eh ben, et en même temps sur un nationalisme dépassant disons, les illusions du néolibéralisme de la fin du siècle dernier et les vieilles théories de l'école de Chicago et de Milton Friedman. C'est très dangereux, parce que comme vous le disiez dans votre introduction, mais vous le disiez en me citant, ce qui m'a beaucoup flatté, euh, le, euh, le capitalisme aujourd'hui se marie avec l'autoritarisme, justement pour se reconstituer et pour rivaliser avec les formes qui lui font face. Et de ce point de vue-là, dans mon livre, je l'ai exemplifié, j'ai pas le temps de le faire ici, le capitalisme américain, le capitalisme chinois et le capitalisme russe se rapprochent. Bon, ils ne se confondent pas, ils ne sont pas identiques, bien sûr, mais ils se rapprochent de beaucoup, c'est-à-dire ils sont intimement liés à une oligarchie capitalistique qui a conquis directement le pouvoir politique. On n'est plus dans ce temps d'une société civile bourgeoise capitaliste autonome par rapport à l'État. Et ça, c'est très important parce que c'est une repolitisation du capital et du capitalisme. Et enfin, la toute dernière transformation, c'est la mondialisation. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans un monde qui est irréversible. N'employons pas le terme démondialisation, on y est définitivement. Pourquoi? Parce que la mondialisation, elle repose d'abord et avant tout sur la révolution des communications, c'est-à-dire sur l'abolition en même temps du temps et de la distance, sur la capacité d'interagir à une vitesse absolument extraordinaire, qui du coup déterritorialise le monde et nous éloigne des vieilles lunes de la géopolitique. Et donc, dans ce monde, apparaît un principe absolument fondamental qui bouleverse la grammaire des relations internationales, qui est le principe d'interdépendance. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où tout le monde dépend de tout le monde. Le faible continue à dépendre du fort, mais de plus en plus, le fort dépend du faible. Pour des raisons énergétiques, pour des raisons de matières premières, pour des raisons démographiques, pour des raisons alimentaires, pour des raisons climatiques, pour quantité de raisons, pour des raisons commerciales, pour des raisons économiques. Regardez Trump, ce qu'il nous a dit hier, je crois, oui, c'était hier, où il a dit, bon, bah, j'ai arrêté la guerre parce que la bourse m'obligeait à arrêter la guerre. Et la bourse, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire ce système international global qui finalement nous fait passer, je voudrais beaucoup insister sur cette idée, d'une relation internationale qui était faite essentiellement autrefois de relations entre acteurs, entre États, entre stratèges, entre armées, à des relations internationales qui ne sont plus basées sur les acteurs, mais sur le système. C'est-à-dire, nous sommes gouvernés par un système. Et ça, le génie, entre guillemets, des dirigeants iraniens, c'est de l'avoir compris. En disant, je suis attaqué par beaucoup plus fort que moi, comment je peux le mettre en déroute? Ben, en utilisant le système contre l'acteur puissant. Et c'est ce qu'ils ont fait en bloquant le détroit d'Ormuz. En bloquant le détroit d'Ormuz, l'Iran a bloqué le système, et en bloquant le système, il a paralysé l'acteur. Et ça, c'est les nouvelles relations internationales, ce qui implique une toute autre entrée dans le jeu. Alors, bah, la puissance, elle en prend pour son grade. Euh, la puissance, autrefois, c'était la partie de bras de fer, hein, on parlait de Charles Quint et de François Ier, c'est ça. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la puissance d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec la puissance d'hier. Rien à voir avec la puissance d'hier. Ça veut dire quoi qu'elle n'a rien à voir avec la puissance d'hier? Eh bien, ça veut dire, premièrement, que la puissance, elle est de plus en plus destructrice, mais elle ne construit plus. C'est ça la révolution. Jamais, pour des raisons technologiques évidentes, la puissance a été aussi destructrice.
aussi coûteuse sur le plan humain d'abord, faut pas l'oublier, mais aussi sur le plan économique. Vous savez que les deux guerres d'intervention qui ont suivi le 11 septembre, la guerre d'Irak et la guerre d'Afghanistan, ont coûté 21 000 milliards de dollars aux États-Unis. C'est dire que la guerre, c'est très coûteux. C'est pour ça que je pense pas que la guerre soit une opération économique. C'est une opération coûteuse. C'est une opération ruineuse. Mais la différence, et ça c'est essentiel, c'est que contrairement à ce qui s'est passé jusqu'en 1945, la puissance n'est plus capable de construire. Elle est capable de détruire, elle n'est pas capable de construire. Elle n'est pas capable de construire, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire offrir aux vainqueurs un ordre régional ou international qui lui serait plus favorable. Regardez, Israël détruit depuis 78 ans, détruit ses voisins, détruit les Palestiniens, mais n'est pas parvenu à construire un ordre qui lui soit favorable. Regardez les États-Unis. Ils ont détruit au Vietnam, ils ont détruit en Afghanistan, ils ont détruit en Irak, ils ont détruit en Somalie, ils ont détruit en Libye, ils ont détruit en Iran, mais ils ne parviennent pas à construire un ordre qui vienne conforter leur hégémonie. Parce que leur hégémonie, elle n'est plus là, elle n'est plus là. Et donc, cette puissance destructrice, elle coûte, mais elle ne produit rien en échange. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai tout à l'heure en vous disant que jamais l'idéal de paix n'a été aussi réaliste. Pensez que la paix, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est plus économique que la guerre. Autrefois, c'est malheureux à dire, mais la guerre, c'était une bonne affaire. Aujourd'hui, ce n'est une bonne affaire pour absolument personne. Et donc, cette puissance détruit, elle ne construit plus, et quand vous ne construisez plus, comment vous vous sauvez? Eh bien, par l'image. C'est-à-dire la puissance, elle est devenue aujourd'hui une puissance d'affichage. Regardez comment fonctionne M. Trump, en vendant des illusions, en affichant une puissance dont il se réclame et dont on constate que finalement il en est privé. À défaut d'une puissance efficace, il a une puissance de démonstration. Montrer en frappant, montrer en tapant, montrer en capturant un chef d'État, montrer en montant je ne sais quelle opération que, comme il dit, I am the boss, je suis le chef, ou faisant visiter le bureau ovale de la Maison Blanche, expliquant que c'était le lieu où se prenaient les grandes décisions du monde. Ce n'est pas vrai. Les États-Unis, il ne faut pas l'oublier, c'était au lendemain de la guerre près de 40% du PIB mondial. Aujourd'hui, ce n'est plus que 15% du PIB mondial. Donc, la chance d'être véritablement une puissance hégémonique, c'est complètement défaite. Et cette puissance d'affichage devient une puissance nue. C'est-à-dire que pour réhabiliter cette puissance, pour pouvoir l'afficher pleinement, pour pouvoir démontrer son existence et sa réalité, eh bien, on la libère de toutes les entraves. C'est pourquoi la puissance d'aujourd'hui, c'est une puissance complètement libérée du droit, c'est-à-dire Trump lui-même nous explique que le droit, il n'en a absolument rien à faire, comme d'ailleurs M. Poutine, bien entendu en Ukraine, ou M. Netanyahou au Proche-Orient. Donc le droit n'est plus censé limiter la puissance, alors que le droit était fait pour limiter la puissance. De même, la puissance est complètement libérée des contraintes de valeur. Autrefois, la puissance était au service de valeur. Alors c'était peut-être naïf, c'était peut-être hypocrite, je n'en sais rien, c'est pas le débat en ce moment, mais quand M. George W. Bush partait à la conquête de l'Irak, c'était avec l'idée de restaurer la démocratie. La démocratie, c'est plus le problème de M. Trump. Il faut bien comprendre cette affaire. C'est-à-dire, nous sommes face à une puissance d'affichage, une puissance nue, une puissance destructrice et une puissance qui ne construit pas. Et face à cela, on assiste à la quintessence de la diplomatie macronienne telle qu'elle s'est exprimée hier soir, que j'appelle la diplomatie d'exhibition. C'est-à-dire, ben, faute de pouvoir faire, on se montre. Et effectivement,
se prendre pour Louis XIV, recevoir à Versailles, etc., etc. Voyez à quoi s'en trouve réduite cette diplomatie manipulant cette étrange puissance renouvelée, mais aussi confirmée dans son impuissance. Alors je termine, parce que sinon on va y passer la nuit, sur ce que peut être la paix. Vous comprenez, enfin, ce que je voudrais faire passer comme idée, en fait, c'est quatre thèses. C'est quatre thèses pour construire la paix. La première thèse, c'est de dissocier l'idée de paix de l'idée de non-guerre. Nous sortons d'une histoire longue qui a commencé à la Renaissance et qui s'est achevée en 1945, où l'histoire était tissée par une suite de guerres. D'ailleurs, on parlait couramment de l'avant-guerre, de l'après-guerre, de l'entre-deux-guerres. On parlait jamais de l'avant-paix, de l'après-paix ou de l'après-paix ou de l'entre-deux-paix. Il faut dissocier la paix de la non-guerre, c'est-à-dire être plus exigeant avec la paix que la simple recherche d'une pause, que la simple recherche d'un cessez-le-feu. La paix, c'est une substance riche. Et quelle est cette substance riche? Eh bien, retournons jusqu'à Aristote qui nous l'a expliqué, mais que maintenant on a oublié. C'est-à-dire, l'essence de la paix, c'est la coexistence. La véritable nature, identité de la paix, c'est coexister avec l'autre. Mais pas coexistence au sens coexistence pacifique, c'est-à-dire se supporter les uns les autres pour, disons, vivre à côté les uns des autres. Non, c'est pas vivre à côté les uns des autres, c'est vivre les uns avec les autres. Et ça, c'est tout à fait différent. La vraie coexistence, c'est celle qui, comme je le disais tout à l'heure, implique la pleine reconnaissance de l'autre, qui accepte ses différences et qui considère que les différences qui le séparent de l'autre sont non pas une entrave, mais une source d'enrichissement. Et c'est là qu'il faut se battre contre la propagande d'extrême droite, contre la propagande populiste qui fait du suprémacisme, de la verticalité, de l'idée de race supérieure gouvernant les races inférieures, leur colonne vertébrale. Il faut faire le contraire. Il faut montrer que c'est la différence qui me sépare de l'autre qui va m'enrichir. Et c'est comme ça qu'on peut créer une vraie coopération. Car quand vous reconnaissez l'autre dans ses différences, sans vouloir réduire celle-ci, eh bien, vous acclimatez l'autre à l'idée que finalement, ça vaut le coup de coopérer avec vous. Et c'est l'exact. Vous savez, ce néopopulisme d'extrême droite qui est en train de naître, il est réactionnaire au sens fort du terme, c'est-à-dire à contre-courant de l'histoire, c'est-à-dire dans ce refus viscéral de la coexistence absolue, dans cette haine pour la différence, ce qui conduit au mensonge généralisé. D'ailleurs, vous savez ce que veut dire RN. RN, ça veut dire raconter n'importe quoi. Et raconter n'importe quoi, c'est dire quoi? Eh bien, c'est de présenter l'autre comme étant une menace pour vous. Or, la vraie paix, c'est de savoir construire l'autre comme étant un soutien pour vous. Et c'est ça l'humanisme en relation internationale. C'est ça que nous devons démontrer. Et nous pouvons le démontrer non pas seulement avec des arguments moraux, mais avec des arguments empiriques, concrets, c'est-à-dire démontrer que finalement on a besoin de migrants, on a besoin d'un monde de diversité culturelle, économique et sociale, on a besoin de coopération, on a besoin, et là j'en viens à la troisième caractéristique de la paix, on a besoin de protéger, d'assurer une sécurité globale. C'est-à-dire on a besoin d'être unis pour sauver la planète. On a besoin de faire passer les intérêts globaux de la planète avant les intérêts nationaux. On a besoin d'une sécurité globale qui est plus importante que la sécurité nationale. Donc on a besoin d'une sécurité systémique. La paix ne peut être que systémique, c'est-à-dire se cristalliser autour de la défense des biens communs de l'humanité. Et la preuve de tout cela, elle existe.
tous les travaux sur les formes nouvelles de conflictualité, que ce soit au Sahel, que ce soit au Soudan, que ce soit au Congo, mais ça touche également les conflits en Asie, c'est que à l'origine de ces conflits, vous avez la plupart du temps une insécurité humaine. Si les choses ont tourné tragiquement au Sahel, c'est à cause de l'insécurité climatique, de la désertification, de la sécheresse, de l'insécurité alimentaire, de l'insécurité sanitaire. Et donc, la paix, elle se recentre sur cette idée. Et enfin, et là je vous promets, ça va être le mot de la fin, la paix ne peut être que sociale. La paix ne peut être que sociale. Je l'ai plaidé devant le congrès de la CGT à Tours il y a 3 semaines et je crois que j'ai été entendu là sur ce point et j'ai eu des échos qui allaient dans le même sens. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde, comme je le disais, d'appropriation sociale des relations internationales. Et donc, si on veut la guerre et la violence, il faut marquer de l'indifférence à l'égard des drames sociaux mondiaux. Si on veut contenir les risques de violence, il faut traiter ces grandes questions sociales mondiales. Le premier qui l'a dit, c'était Boutros Ghali, lorsque dans l'agenda pour la paix en 1994, il expliquait que la racine des guerres se trouvait dans l'injustice sociale, pas dans le capitalisme, dans l'injustice sociale. Et ça a été confirmé par Kofi Annan qui disait que le multilatéralisme social, c'était la meilleure protection de la paix. Mais il y a une chance supplémentaire. La chance supplémentaire, c'est que moi, quand je suis né, il n'y a pas trop longtemps quand même, mais enfin, c'était pas hier. Quand je suis né, il y avait 180, il y avait 50 acteurs. 50 acteurs sur la scène internationale. C'était les 50 États indépendants. Aujourd'hui, il y en a 8 milliards. Et ça, c'est un changement considérable. Et on voit monter deux éléments qui structurent le jeu international de manière originale, inédite. La colère sociale, d'une part, et l'empathie, d'autre part. La colère sociale, c'est la colère du Palestinien, c'est la colère du Kanak, c'est la colère de toutes ces populations de l'Est du Congo qui se considèrent comme totalement délaissées, euh, c'est la colère des Iraniens, en même temps contre leur régime et contre les bombes qui leur tombent sur la tête. Et cette colère, elle est de plus en plus efficace. C'est bien cette colère qui a conduit à une décolonisation réussie. Et à côté de ça, il y a l'empathie. Et l'empathie, c'est nous qui l'apportons. L'empathie, c'est refuser l'indifférence par rapport aux souffrances des autres, appeler à une solidarité avec la souffrance des autres, mais c'est pas une solidarité morale, c'est pas une solidarité de bonne conscience, c'est pas une solidarité caritative. C'est une solidarité utilitaire, oserais-je même dire que c'est une solidarité égoïste. Je suis en empathie avec l'autre qui souffre, d'abord parce que je sais que si on n'apaise pas ses souffrances, celles-ci un jour me coûteront cher. Vous voyez, ça peut vous décevoir par le côté un peu cynique de la proposition, mais il n'y a rien de tel que le cynisme pour, oh là là, quel lapsus, il n'y a rien de tel que le cynisme pour convaincre nos dirigeants, c'est-à-dire leur montrer que la solidarité internationale, c'est une bonne opération systémique. Et c'est la voie de la paix nouvelle, et c'est la voie de la paix utile, de la paix rentable, de la paix constructrice. Donc, si quelqu'un peut porter cela, si une force peut en faire son emblème, c'est bien la gauche. Euh, c'est bien la gauche qui réussirait ainsi à humaniser les relations internationales. Les autres, eh ben, laissons-les à leur cauchemar. Je vous remercie.
Eh bien, cher Bertrand, c'est nous qui te remercions, qui vous remercions chaleureusement. Il nous reste une petite demi-heure donc pour échanger, réagir, rebondir. J'ai plusieurs questions. Patrice Cohen-Seat a levé la main. Ensuite, j'ai une question, alors par courrier, parce qu'il était malheureusement absent, enfin, dans l'impossibilité d'être présent, qui est Patrick Kaminka. On va peut-être laisser la parole à Patrice. Eh bien, d'abord, merci beaucoup, Bertrand Badi, pour cet exposé dont je n'avais pas imaginé l'ampleur et la puissance, bien que je vous écoute fréquemment quand j'en ai la possibilité, mais je trouve que c'est extrêmement puissant pour comprendre les réalités qui nous paraissent souvent bien mystérieuses. Et par ailleurs, je trouve que le fait que cette puissance débouche sur un constat que vous avez répété, qui finalement est optimiste, et qui est que jamais la possibilité de la paix n'a été aussi forte qu'aujourd'hui, c'est évidemment la cerise sur le gâteau. J'ajoute que je pense que les clés que vous avez avancées euh, d'une définition de la paix par la coexistence et la coopération me paraissent aussi pouvoir être utilisées pour repenser le système politique et la démocratie d'aujourd'hui. Parce que je crois qu'on a une conception de la démocratie qui s'accommode de la concurrence de chacun contre tous, et que c'est aussi de ce point de vue-là que, sous cet angle-là, qu'on pourrait explorer des avancées de la démocratie ou même une façon de la repenser qui aille un peu dans le même sens que ce que vous avez décrit sur le plan des relations internationales. Mais c'est une question ponctuelle que j'aimerais vous poser, à la lumière de ce que vous venez de dire. Il y a quelques années maintenant, parce que le temps passe, au moment où le conflit en Ukraine a débuté, je vous avais entendu dire que il y avait apparemment un face-à-face sans solution. Si on en restait au face-à-face entre les puissances directement concernées, les États-Unis, la Russie, l'Europe, l'OTAN, et vous aviez dit, c'est ce que j'avais retenu, qu'au fond, cette impossible solution, elle cessait de l'être lorsqu'on envisageait le reste des acteurs mondiaux, dont la puissance. Alors, je mets ça en rapport, en vous écoutant à l'instant, avec ce que vous avez dit de l'interdépendance et de l'objectivité, le caractère objectif, de la nécessité de relations internationales qui permettent cette coexistence. Et vous en avez donné l'illustration avec le cas de l'Iran et des États-Unis aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous nous redisiez, à partir de l'exposé que vous nous avez fait, comment vous voyez aujourd'hui la solution du conflit en Ukraine. Merci beaucoup. Vous posez une question, je dirais, doublement capitale. D'abord parce que il en dépend la fin du cauchemar que vit le peuple ukrainien et trouver la solution d'un des conflits les plus forts qui ait marqué le monde depuis 1945. Et d'autre part parce que c'est tout à fait paradigmatique, emblématique, et Bon, faut que je trouve. ça peut servir de peut-être de modèle pour résoudre d'autres conflits. Euh, J'ose pas dire que j'avais raison, parce que ça fait un peu prétentieux et un tantinet ridicule, mais effectivement, on a vu que toute tentative relationnelle ou transactionnelle, la formule fait fortune en ce moment, pour résoudre le conflit ukrainien, aboutit à de véritables catastrophes, à des échecs, à des impasses. Ayez en mémoire Anchorage, toutes ces tentatives infinies de médiation américaine, de, de négociations pensées, formatées, préformatées. Alors que je suis convaincu que
pour reprendre les catégories que je vous ai proposées tout à l'heure, qu'une paix systémique est possible. Alors, c'est quoi la paix systémique en ce qui concerne l'Ukraine? Ben, c'est peut-être de renouveler ce qui a été une des rares réussites de la guerre froide et de la coexistence pacifique, à savoir la conférence d'Helsinki 1975. C'est une des plus belles réussites qu'on ait pu connaître, et comme par hasard, on l'a mise sous le tapis. Quand elle a eu 50 ans, personne n'y a fait référence. Et si on fait un Helsinki 2, c'est-à-dire une conférence systémique mais élargie, me semble-t-il. Ça peut pas être seulement l'Europe. D'ailleurs, Helsinki, c'était pas seulement l'Europe, parce qu'il y avait aussi les États-Unis, le Canada. Mais là, je crois qu'il faudra voir encore plus large. On peut arriver à une formule dans laquelle chacun y trouvera une part de son compte et personne n'aura le sentiment de reculer face à l'autre. Et en plus, cette conférence sur la sécurité en Europe, elle est évidemment nécessaire. On a trouvé les conditions de la sécurité en Europe dans un contexte de guerre froide. Il faut maintenant trouver les conditions de sécurité en Europe dans un contexte post-guerre froide, ce qu'on n'a jamais fait. Euh, et ça, le président Clinton en est profondément responsable. Il n'a pas su gérer la décennie 90, qui était une décennie très fluide, pour définir les conditions d'un nouveau Conseil européen, d'une nouvelle coexistence européenne. Il a au contraire prolongé le langage et les méthodes de la guerre froide, ce qui a fait pousser Poutine. Les Occidentaux, arrogants de par leur victoire dans la guerre froide, n'ont cessé de rabaisser la Russie en la traitant de puissance régionale, de puissance périphérique, marginale, en oubliant de la solliciter lorsqu'il s'agissait de régler des grands problèmes de gouvernance mondiale, ce qui a donné une aubaine à Poutine. Poutine a construit sa carrière politique à partir d'une phrase fameuse: Make Russia Great Again. Alors, je sais pas comment on le dit en russe, mais c'est lui qui a inventé cette formule que Trump n'a fait que copier pour la servir à son électorat. Donc voilà, je pense que la pression systémique sur les belligérants, un peu comme d'ailleurs l'affaire d'Ormuz a conduit à une pression systémique sur les belligérants, pourrait aboutir à un résultat où personne ne serait vraiment le gagnant, mais où, en tous les cas, la paix pourrait devenir gagnante. Il faut militer pour un Helsinki 2. Bien, merci. Ça recoupe d'ailleurs, la question de Patrice recoupe les deux petites questions de Patrick Kaminka qui concernent l'Ukraine. Alors, la première question concerne l'Europe, bien évidemment. Apparemment, un certain nombre de dirigeants européens seraient prêts à renouer le dialogue avec Moscou, à nommer un représentant spécial. Est-ce que c'est une première avancée diplomatique? L'Europe peut-elle enfin être un acteur crédible dans cette crise? Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième dit la chose suivante. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui dure depuis 4 longues années, semble plus que jamais dans l'impasse. Alors que Donald Trump, jusque-là embourbé dans la crise iranienne, semble de nouveau s'intéresser à cette guerre. Il a en effet décidé qu'il enverrait ses deux émissaires, Witkoff et Kushner, à Moscou dans les prochaines semaines, après avoir rencontré Zelensky au G7 d'Évian. Dans quel but, selon vous? Voilà. C'était Patrick Kamaka, journaliste à l'AFP émérite. Oui, que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois, et que je salue donc au passage. Non, il ne Alors, pouvait pas être des nôtres parce qu'il a babysitting ce soir. Oui. il a, pardon? Il y a babysitting. Ah, babysitting. Baby, pardon pour l'accent. Oui. Moi, j'avais compris babysitting, alors je me disais, mais bon, alors, écoutez, le propre de la diplomatie, c'est de parler. Faut pas avoir peur de parler. Vous savez, je cite toujours ce grand politiste canadien, qui s'appelle Paul Sharp, qui définissait la diplomatie comme l'art de gérer les séparations. How to manage separateness.
Et effectivement, l'art de gérer les séparations, c'est savoir parler. Seulement, on ne peut parler qu'à deux conditions. Premièrement, c'est d'avoir quelque chose à dire. Et deuxièmement, d'être sûr de ne pas se faire embobiner par celui auquel on s'adresse. Je ne suis pas sûr que ces deux conditions soient réunies. C'est-à-dire que parler à Poutine sans avoir à proposer quelque chose qui puisse désembourber, ça sert strictement à rien. C'est comme parler à Trump, c'est-à-dire c'est conforter deux personnes qui en fait, même s'ils sont différents de bien des points de vue, se ressemblent sur l'essentiel, c'est-à-dire sur un ego démesuré. Seulement l'un a un ego silencieux, l'autre a un ego exubérant, mais ils sont pareils. Et parler à quelqu'un qui a un ego énorme sans pouvoir le canaliser hors de sa vision égocentrique, c'est risquer de se faire piéger. Donc, je pense que les conditions ne sont pas réunies pour l'instant. Il ne faut pas se faire d'illusions, qu'on ne les convaincra ni l'un ni l'autre, et que donc, ce que moi j'attends de l'Europe, puisque c'était l'autre aspect de cette première question, c'est qu'elle ait une proposition concrète. Est-ce que vous avez remarqué que depuis 4 ans, l'Europe n'a aucune proposition? Elle veut créer l'Europe de la défense, la défense souveraine, l'autonomie stratégique. Enfin, il y a toute une diarrhée lexicale qui est provoquée à cette occasion. Mais moi, j'attends un projet de paix venant de l'Europe. Et quand je parlais tout à l'heure d'un Helsinki 2, ça peut en être un. Il y en a peut-être d'autres. Mais ce n'est pas l'idée de transaction à travers je te garde ce morceau de territoire, je t'en garde d'autres. C'est fini ça, le temps de la transaction territoriale. Ça, c'était autrefois. Regardez, depuis 45, il n'y a jamais eu de transaction territoriale dans notre histoire. Les rares territoires qui ont changé de main depuis 1945, ils n'ont jamais fait l'objet même d'une négociation. Ils sont l'objet simplement d'une confiscation. Chypre Nord, l'Abkhazie, l'Ossétie du Nord, etc. Bon, non, l'Ossétie du Sud, pardon, etc. Donc, voilà. Si j'avais un conseil à donner à la diplomatie européenne, mais ce n'est pas demain la veille qu'on me demandera mon avis, c'est effectivement préparer un projet de paix solide et le faire. Ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, le faire peut-être en concertation avec des puissances extérieures à l'Europe. L'Europe ne sait pas parler au Sud global, ne sait pas construire un partenariat avec la Chine, avec le Brésil. Moi, je connais bien le Brésil, j'y allais souvent parce qu'on avait de bons échanges universitaires. Et mes amis brésiliens, y compris d'ailleurs dans la diplomatie, des gens comme Celso Amorim ou comme Antonio Patriota, qui était le dernier ministre des Affaires étrangères de Dilma Rousseff, ils me disaient tous la même chose, mais vous nous méprisez. Vous considérez qu'on vous sert à rien, mais on peut aussi apporter notre. Alors, maintenant, sur la deuxième question concernant le Trumpisme et sa posture, vous savez, Trump, c'est l'exact versant nord-américain du populisme. C'est-à-dire que son problème, c'est pas tant d'avoir des résultats, son problème, c'est d'être populaire. D'ailleurs, c'est souvent le problème des gens qui ont un ego démesuré. Ils veulent qu'on les aime. Je ne sais pas si vous avez entendu ce truc complètement dingue euh, qui s'est produit hier soir. Il y avait un journaliste japonais qui demandait à Trump si des troupes japonaises iraient dans le Golfe pour garantir le libre passage d'Ormuz. Et Trump a répondu à cette question qui est quand même très précise. Ah, vous savez, votre première ministre, elle m'adore. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que tout son système se trouve bâti autour de l'idée de il faut qu'on m'aime. Et il faut que les électeurs m'aiment, qu'ils m'élisent, qu'ils élisent les gens de mon parti, il faut qu'ils me soutiennent. Et
à partir du moment où on a affaire à quelqu'un dans cette ligne-là, il y a une seule façon de le combattre et de le gérer, c'est surtout ne pas flatter son ego. Or, toute la diplomatie du monde va flatter cet ego. Alors, il y a un homme, et ça me permet de compléter ma réponse à la question, qui est très fort là-dedans, c'est Poutine. Parce que, en fait, Poutine et Trump ont très vite compris que leurs intérêts étaient identiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont symétriquement nostalgiques de la guerre froide. C'est ça. Trump aurait voulu être Nixon et Poutine aurait rêvé d'être Brejnev. Et donc, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de reconstituer cette diarchie du monde, considérant que c'est leur seule façon de remettre leur hégémonie en selle. Et donc, moi, je pense que cette connivence, elle va durer. Et elle va d'autant plus durer que on ne saura pas la contenir. Et les Européens qui ne veulent absolument pas se séparer des États-Unis font tout dans ce sens-là, c'est-à-dire contraire même de leur intérêt. Tout à fait. Alors, j'ai une demande de parole de Daniel Sanchez. Oui, bonsoir. Merci de nouveau Bertrand Badi pour votre conférence. Euh, Justement, sur la base de votre exposé, la construction d'une paix systémique, est-ce que on pourrait venir sur la question du futur de la Palestine et plus généralement de la situation proche et Moyen-Orient? Parce que effectivement, de ce que l'on vit quand même très, très, très douloureusement, c'est une situation extrêmement destructrice et une situation qui apparaît complètement bloquée, donc assez désespérante, y compris dans le vécu de la jeune génération, dans la construction de la paix. Donc, est-ce qu'on peut avoir en quelque sorte une analyse aussi en rapport ce qui a été fait là pour l'Ukraine, mais une analyse par rapport au devenir de la Palestine et donc plus largement Proche et Moyen-Orient. Oui, merci beaucoup et je suis tout à fait sur votre longueur d'onde. Alors, il y a une chose très simple et absolument incontournable qui rejoint en partie ce que j'exposais en introduction, c'est que il n'y a pas de paix sans coexistence, il n'y a pas de coexistence sans reconnaissance, il n'y a pas de paix non seulement entre Israël et la Palestine, mais dans le grand Moyen-Orient, sans une reconnaissance des droits des Palestiniens de construire leur État, de s'ériger en communauté politique. Il y a un très beau livre d'un politiste israélien, Baruch Kamerling, qui parle de politicide, c'est-à-dire l'acharnement des gouvernements israéliens à tuer l'idée d'une communauté politique palestinienne, c'est-à-dire d'un État palestinien. Euh, c'est absolument incontournable. C'est même pas la peine de penser à quoi que ce soit d'autre. C'est le point de départ. Alors, là où je crois on se rejoint, c'est que cette reconnaissance d'un État palestinien, elle n'est atteignable que s'il y a une pression systémique qui s'exerce sur Israël pour parvenir à cette reconnaissance. Il y a une sorte d'unanimité dans la classe politique israélienne et hélas dans l'opinion publique israélienne pour refuser cette reconnaissance. Et c'est la raison pour laquelle M. Netanyahou, qui est un cynique absolu, en fait un instrument de sa propre promotion en se montrant intransigeant sur le refus d'un État palestinien. Il espère ainsi se pérenniser au pouvoir. Mais euh, cet entêtement israélien, qui est belligène par essence, ne se comprend que par l'indifférence de la communauté internationale, entre guillemets, ce terme est toujours un peu périlleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut obtenir cette reconnaissance de la part d'Israël en 24 heures.
Il suffit que deux forces se conjuguent. Une décision des États-Unis d'arrêter l'aide à Israël, notamment sur le plan militaire, mais s'il le faut également sur le plan économique, pour l'obliger à cette reconnaissance, et une décision de l'Union européenne de mettre un terme à l'accord de 1995, dit accord de euh, coopération et de stabilisation avec Israël, dont je vous rappelle qu'il avait été conclu en plein contexte d'Oslo. Donc, il y a de bonnes raisons maintenant de considérer qu'il n'est plus compatible avec les paramètres du temps. Si les Européens et si les États-Unis voulaient vraiment créer la paix au Moyen-Orient, il suffirait de dire à Israël, venant de Bruxelles et venant de Washington, si vous ne le faites pas, bah c'est fini, on vous soutient plus. Et là, Israël ne pourrait pas tenir trois jours. Hein. Donc, le grand responsable, les deux grands responsables du drame du Moyen-Orient, c'est Washington et Bruxelles. Par Bruxelles, j'entends l'Union européenne, bien entendu, qui se cache derrière une hypocrisie incroyable. Oh, ils ont tué 100 000 personnes, ben on va interdire au ministre des Finances, Monsieur Ben-Gvir, de pouvoir venir, de pouvoir entrer en France. Non, mais dites donc, vous croyez que c'est comme ça que vous pouvez contraindre un État? Mais c'est d'une hypocrisie, d'une malhonnêteté incroyable. Alors c'est là que l'énergie sociale est importante. Et l'énergie sociale, elle a triomphé une première fois, parce que c'est l'énergie sociale qui a déjà obligé M. Macron à reconnaître juridiquement l'État de Palestine. Bah, il faut que l'énergie sociale, elle se mobilise pour que cette reconnaissance ne soit pas seulement un symbole, mais aille jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au projet de paix. Le rôle des étudiants, des jeunes, est formidable. 60 campus universitaires aux États-Unis qui se sont mobilisés et mes étudiants à Sciences Po qui se mobilisent au péril même de leur avenir. Ils sont mobilisés récemment. On a été chercher la police pour les virer de l'amphi où ils discutaient de cette question et on leur a collé, outre des fouilles au corps, 400 euros d'amende avec inscription au casier judiciaire, tout ça parce qu'ils ont marqué leur empathie avec les Palestiniens. Et parce que il y a à Sciences Po maintenant une direction d'extrême droite qui est là pour faire le lavage, hein, et tout ça est quand même terrible, mais malgré tout, nos jeunes se mobilisent. Oui, nous nous dirigeons malheureusement vers la fin de cet entretien passionnant. Patrice Leclerc me fait remarquer que ça serait bien de terminer vers 19h15. On peut peut-être aller jusqu'à 19h20. J'ai une main qui s'est levée, c'est celle de Franck Mouly, je crois. On peut peut-être après lui prendre une ou deux questions supplémentaires et puis on mettra fin. Franck, Ouais, c'est à toi. ouais, bonsoir. Vous m'entendez? Très Oui. bien. Oui, merci beaucoup pour cet entretien absolument passionnant. Donc malheureusement, je n'ai pu suivre que le début et la fin. Donc ma question, peut-être y a-t-il été répondu en partie, euh, mais elle soulève peut-être, d'ailleurs, à mon avis, elle est compliquée, enfin probablement compliqué d'y répondre de manière très courte. Ça mérite très probablement un entretien complet. Mais face à la question que je me pose, c'est face au fond à la puissance. Ce n'est pas la seule réponse, il y a la réponse des peuples, mais il y avait quand même jusqu'ici l'institution du multilatéralisme qu'est l'ONU, qui est très affaiblie, qu'on a affaiblie et qui est probablement affaiblie euh, par définition, en tout cas par la forme voilà. En gros, est-ce qu'il faut sauver l'ONU? Est-ce qu'il faut chercher à sauver l'ONU? Est-ce qu'il faut défendre cet espace-là? Et si oui, comment peut-on faire? Alors, un monde unique, un monde globalisé, mondialisé, ne peut pas survivre autrement qu'avec des institutions multilatérales. Le grand problème, pour être bref, c'est que nous n'avons jamais inventé vraiment le multilatéralisme.
On a contourné le multilatéralisme. Le projet wilsonien des Versailles en 1919 était catastrophique parce qu'il consistait non pas à mettre en place un vrai multilatéralisme, mais un concert de puissance. Oui. Et ce concert de puissance, il s'est incarné, concrétisé euh, par le fameux P5 dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui fait que le Conseil de sécurité ne fonctionne absolument pas. Et c'est pas la faute des Nations Unies, c'est la faute des puissances qui règnent en maître sur le système de Conseil de sécurité. Alors le grand problème, c'est que le Conseil de sécurité est irréformable, parce que le jour où on voudra, et on a voulu à plusieurs reprises le réformer, bah, il y aura toujours un veto pour s'opposer à cette réforme. Et le génie de Kofi Annan, ça a été de le contourner en disant, ben, je désespère du Conseil de sécurité, peut-être en développant le multilatéralisme social, on peut faire renaître de manière plus soft, plus discrète, un vrai multilatéralisme. Et ça, M. Trump l'a compris et il a coupé l'USAID et l'aide à toutes les instances, les agences sociales des Nations Unies, ce qui donc n'arrange pas les choses. Mais je pense qu'il faut se battre pour la réinvention d'un vrai multilatéralisme. J'espère qu'il ne faudra pas une guerre mondiale pour y parvenir. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, remarques, interventions? Bah, cela dit, la dernière question de Franck et la réponse de Bertrand Badi, moi, me paraît être une assez belle conclusion. Reconstruire un nouveau multilatéralisme, mais je n'ai pas préparé de conclusion, rassurez-vous. Je pense que nous allons en rester là. Remercier chaleureusement Bertrand. Et jamais 203. J'espère que cette deuxième participation aux rencontres d'alternatives communistes sera suivie de plein d'autres. Et je vais faire comme tout le monde, je vais l'applaudir. Ah, merci. J'adore ça. Ben, merci les amis, c'était vraiment très, très agréable d'avoir cet échange. Et puis, ne baissons pas les bras. Et puis, vous savez, on peut jouer un rôle fantastique dans la réinvention du monde, hein, parce que jamais, jamais à droite, ça ne se fera. Ça, c'est certain. Donc, voilà, on y va.